Ce canal s'adresse à celles et ceux qui privilégient le fond. Ici, pas d'effet visuel ni de montage artificiel, simplement de l'histoire économique expliquée avec clarté. Si cela vous parle, vous êtes les bienvenus. Le 30 avril 1975, à 11h du matin, le général Duong Van Minh prononce à la radio de Saigon les mots qui mettent fin à 20 ans de guerre. Il ordonne la reddition de l'armée sud-vietnamienne et la capitulation du gouvernement. À ce moment précis, dans les rues de Saigon, des millions de personnes comprennent simultanément la même chose. Tout ce qu'elles possèdent, leurs maisons, leurs commerces, leurs comptes en banque, leurs terres, leurs voitures, tout ce qui constitue leur patrimoine visible, leur est confisqué ou inaccessible dans les heures ou les jours qui suivent. Le nouveau régime communiste allait nationaliser les entreprises, collectiviser les terres, geler les avoirs bancaires et persécuter ceux qui avaient collaboré avec le Sud ou avec les Américains. Des centaines de milliers de personnes allaient être envoyées dans des camps de rééducation. Des millions d'autres allaient prendre la décision de fuir, souvent en abandonnant derrière elles tout ce qu'elles ne pouvaient pas porter. C'est dans ce contexte d'une violence et d'une urgence absolue que se pose la question la plus concrète et la plus existentielle que l'histoire économique puisse poser. Quand vous avez 30 minutes pour quitter votre pays, quand vous montez sur un bateau de fortune surchargé avec vos enfants et les vêtements que vous portez sur vous, qu'est-ce que vous emportez? Qu'est-ce qui tient dans une poche, dans une ceinture cachée sous une chemise, dans la semelle d'une chaussure, dans la mémoire? Ce ne sont pas des questions théoriques. Ce sont les questions que des centaines de milliers de Vietnamiens se posèrent concrètement en 1975 et dans les années suivantes. Et les réponses qu'ils donnèrent, les choix qu'ils firent dans ces moments d'urgence absolue, constituent l'un des cas d'études les plus riches et les plus documentés de l'histoire sur ce qu'on pourrait appeler les actifs de fuite, ces formes de richesse portables, concises, universellement valorisables et impossibles à confisquer par un régime qui change du jour au lendemain. Le premier actif de fuite que l'histoire de la chute de Saigon documente avec la plus grande précision est aussi le plus ancien de l'histoire humaine. Les bijoux et les petits lingots d'or. Dans la culture vietnamienne, comme dans de nombreuses cultures asiatiques, la détention d'or physique sous forme de bijoux n'était pas perçue comme du luxe ostentatoire, mais comme une forme d'épargne fondamentale. Les familles de la classe moyenne et de la bourgeoisie sud-vietnamienne convertissaient traditionnellement une partie significative de leur épargne en or sous forme de tael, une unité de poids utilisée en Asie du Sud-Est équivalent à environ 38 grammes, ou en bijoux, bracelets, colliers, bagues, que les femmes portaient au quotidien. Des familles entières cousaient leurs pièces d'or et leurs bijoux dans les ourlets de leurs vêtements, dans les semelles de leurs chaussures, dans les doublures de leurs manteaux avant de monter sur les bateaux de passeurs. Un tael d'or représentait une valeur suffisante pour payer une place sur un bateau, pour corrompre un garde-frontière, pour acheter quelques semaines de survie dans un camp de réfugiés en Thaïlande ou en Malaisie. L'achat d'une embarcation pour organiser une fuite collective pouvait coûter 10 taels d'or, soit une fortune considérable à l'époque, mais une fortune que ceux qui l'avaient constituée en métal physique pouvaient effectivement mobiliser au moment critique. Ce qui rend les bijoux et les petits métaux précieux irremplaçables comme actifs de fuite est une combinaison de propriétés qu'aucun autre actif ne réunit simultanément à ce même degré. La densité de valeur d'abord. Un bracelet d'or de 30 grammes représente une valeur significative dans un volume et un poids négligeables. On peut en dissimuler plusieurs sur le corps, sans que cela soit visible. La liquidité universelle ensuite. L'or est reconnu et accepté dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quelle culture, sans avoir besoin de passer par un système bancaire ou financier institutionnel. Un réfugié vietnamien arrivant en Thaïlande, sans parler un mot de thaïlandais, pouvait néanmoins échanger ses taels d'or contre de la nourriture, un abri ou un passage vers un pays tiers. L'indestructibilité enfin. L'or ne rouille pas, ne se dégrade pas, ne nécessite pas d'alimentation électrique, ne dépend d'aucune infrastructure technologique. Il est ce qu'il est, indépendamment de l'effondrement de n'importe quel système politique ou économique autour de lui. La leçon que l'histoire de Saigon enseigne sur les bijoux et les petits métaux précieux n'est pas qu'il faut vivre dans la paranoïa permanente d'une catastrophe imminente. C'est qu'une allocation modeste du patrimoine sous cette forme représente une assurance dont le coût est faible et dont la valeur peut être absolue dans les scénarios extrêmes que l'histoire démontre parfaitement possibles. Le deuxième actif de fuite n'existait pas en 1975. Il est le produit d'une révolution technologique qui s'est produite dans les décennies suivantes, et il représente peut-être la forme la plus radicale de richesse portable que l'humanité ait jamais inventée. L'acide phrase, ou phrase mnémotechnique de récupération, est une séquence de 12 à 24 mots ordinaires qui donne accès à un portefeuille de crypto-monnaies. Si vous mémorisez ces 12 mots, vous pouvez traverser n'importe quelle frontière du monde sans emporter quoi que ce soit de physique et reconstituer l'accès à votre richesse numérique dans n'importe quel pays disposant d'une connexion Internet. Pas de valise. Pas de bijoux à cacher dans les semelles. Pas de liasse de billets à dissimuler dans une ceinture. Juste 12 mots dans votre mémoire. Imaginons un instant un réfugié de Saigon, en 1975, avec accès à cette technologie. Il aurait pu convertir l'intégralité de son patrimoine en bitcoin, mémoriser sa seed phrase, monter sur un bateau sans rien emporter de visible, traverser la mer de Chine méridionale, arriver dans un camp de réfugiés à Songkhla en Thaïlande,
et reconstituer l'accès à son portefeuille depuis n'importe quel ordinateur connecté. Son patrimoine aurait traversé la frontière avec lui, non pas dans ses poches, mais dans sa tête. C'est une révolution dans la nature même de la richesse portable que les théoriciens de l'économie des réfugiés commencent seulement à mesurer pleinement. Des réfugiés afghans après la prise de Kaboul par les talibans en 2021, des Vénézuéliens fuyant l'hyperinflation, des Ukrainiens déplacés par l'invasion russe de 2022, ont effectivement utilisé des crypto-monnaies comme mécanisme de préservation et de transport du patrimoine dans des contextes de crise réels et documentés. Il faut néanmoins aborder cet actif avec une lucidité que l'enthousiasme technologique tend parfois à obscurcir. La seed phrase n'est utile que si vous pouvez y accéder dans votre pays d'arrivée, ce qui suppose une infrastructure Internet et des plateformes d'échange fonctionnelles. Elle est vulnérable à l'oubli, à la coercition physique pour révéler les mots, et aux fluctuations de valeurs considérables qui caractérisent les marchés de crypto-monnaies. Elle ne remplace pas les autres actifs de fuite, elle les complète, en ajoutant une dimension de portabilité absolue et d'inviolabilité technique que les actifs physiques ne peuvent pas offrir seuls. Le troisième actif de fuite est le plus immédiatement compréhensible et le plus universellement opérationnel dans les premières heures et les premiers jours d'une crise. Les billets de banque en monnaie forte, principalement le dollar américain et le franc suisse, constituent ce que les spécialistes de l'économie des réfugiés appellent la liquidité de survie immédiate. L'or a une valeur universelle mais nécessite un intermédiaire pour être converti en nourriture ou en transport. La seed phrase est inaccessible sans infrastructure technologique, mais un billet de 20 dollars américains est immédiatement et universellement compréhensible comme moyen de paiement dans pratiquement n'importe quelle situation d'urgence sur la planète. À Saigon en avril 1975, dans les dernières heures avant la chute, ceux qui possédaient des dollars américains étaient dans une position radicalement différente de ceux dont la richesse était entièrement en piastres, la monnaie sud-vietnamienne. La piastre allait être supprimée et remplacée par le don du nouveau régime communiste à un taux qui effaçait pratiquement toute valeur des épargnes existantes. Le dollar, lui, restait le dollar. Il permettait de payer un passeur, de corrompre un fonctionnaire, d'acheter une place sur un bateau, de survivre dans un camp de réfugiés en attendant un visa pour un pays tiers. La leçon économique est simple mais profonde. Dans les premières 48 à 72 heures d'une crise de fuite, avant même que les réseaux d'échange d'or ou les infrastructures numériques puissent être mobilisés, c'est la liquidité immédiate en monnaie forte qui détermine la capacité de survie et de déplacement. Le dollar américain bénéficie d'un avantage particulier dans ce contexte. Il est reconnaissable, authentifiable et accepté dans des zones géographiques et des contextes économiques si divers qu'il constitue de facto la monnaie de secours mondiale. Le franc suisse jouit d'une réputation de stabilité séculaire qui lui confère une crédibilité particulière dans les régions où la méfiance envers les devises politisées est forte. Une allocation d'urgence en billets physiques de ces devises, conservée hors du système bancaire et hors de portée des éventuels contrôles de capitaux, représente la couche de base de tout dispositif de préservation patrimoniale face aux crises. Le quatrième actif de fuite est celui qui surprend le plus au premier abord, mais qui révèle à l'examen une logique économique d'une solidité remarquable. Les montres mécaniques de haute horlogerie, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, constituent un actif portable d'une densité de valeur exceptionnelle, universellement reconnu et liquide dans pratiquement tous les pays du monde développé. Une montre Rolex Submariner aux poignettes ne ressemble pas à de la richesse cachée. Elle ressemble à un accessoire personnel. Elle ne sonne pas d'alarme dans les contrôles aux frontières. Elle ne nécessite pas de déclaration douanière particulière dans la plupart des juridictions. Et pourtant, selon les modèles et les années, elle peut représenter entre quelques milliers et plusieurs centaines de milliers d'euros de valeur que son propriétaire porte littéralement sur lui. Ce qui fait des montres de luxe mécaniques un actif de fuite particulièrement intéressant, au-delà de leur portabilité évidente, c'est leur liquidité internationale remarquable. Il existe des marchés secondaires pour les montres de luxe, dans pratiquement toutes les grandes villes du monde. Un réfugié arrivant à Paris, à Singapour, à Toronto ou à Sydney, avec une Patek Philippe au poignet, peut la vendre en quelques heures sur le marché secondaire, pour convertir sa valeur en monnaie locale, et financer les premières semaines de reconstruction. Les montres de luxe mécanique présentent en outre une caractéristique que l'or ne possède pas au même degré dans certains contextes culturels. Elles sont socialement neutres. Un homme ou une femme portant une belle montre dans un aéroport, dans un hôtel ou dans une rue commerçante ne semble pas fuir. Il ou elle semble simplement être quelqu'un qui aime les belles montres. Cette invisibilité sociale de la richesse est une propriété que les réfugiés et les personnes en situation de fuite comprennent instinctivement comme précieuse au-delà de toute autre considération financière. L'histoire des grandes crises du XXe siècle, de l'Europe occupée des années 40 aux réfugiés asiatiques des années 70 et 80, est remplie de témoignages sur des individus qui traversèrent des frontières, des checkpoints et des contrôles douaniers, avec une montre aux poignettes, représentant l'essentiel de leur patrimoine restant, sans jamais être questionnés sur sa valeur. Le cinquième et dernier actif de fuite est différent des 4 précédents dans sa nature fondamentale. Ce n'est pas un actif financier. Ce n'est pas quelque chose qui se mesure en grammes ou en dollars. Mais c'est peut-être le plus précieux de tous dans une situation de crise réelle, parce qu'il conditionne l'accès à tous les autres.
Le passeport, et plus encore la citoyenneté multiple, constituent ce que certains juristes et économistes spécialisés dans la mobilité internationale commencent à appeler l'assurance de dernière instance, la protection ultime contre laquelle toutes les autres s'appuient. La chute de Saïgon illustre ce point avec une précision douloureuse. Parmi les 130 000 personnes évacuées par les Américains dans les dernières heures avant la prise de la ville, une grande partie avait une connexion avec les États-Unis, un passeport, une carte de résident, un visa, un lien familial avec un citoyen américain. Ces connexions, ces papiers, ces statuts juridiques, leur ouvrirent des portes que des millions de leurs compatriotes ne purent jamais franchir par les voies légales et durent risquer leur vie en mer pour tenter de forcer. Les boat people qui périrent en mer de Chine méridionale, estimés entre 200 000 et 250 000 personnes selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mouraient en partie parce qu'ils n'avaient pas de documents valides qui leur permettaient de franchir une frontière légalement et en sécurité. Un passeport d'un pays tiers, une résidence permanente, une citoyenneté par investissement ou par ascendance, n'est pas seulement un document administratif, c'est un droit d'accès à la sécurité, à la liberté de mouvement, à la reconstruction d'une vie dans un pays d'accueil, que nulle nationalisation, nulle confiscation, nul régime qui change du jour au lendemain ne peut annuler unilatéralement. Les programmes de citoyenneté par investissement qui se sont développés dans de nombreux pays depuis les années 80, à Malte, à Saint Kitts et Nevis, au Portugal, en Grèce, en Turquie et dans d'autres juridictions, constituent précisément une réponse institutionnelle à cette demande d'assurance géopolitique que des individus lucides cherchent à constituer en temps de paix pour se protéger contre les scénarios extrêmes. La citoyenneté multiple n'est pas une fraude ou une déloyauté envers son pays d'origine. C'est une diversification géographique du statut juridique, analogue à la diversification financière du patrimoine, qui répond à la même logique fondamentale. Ne pas dépendre d'un seul système, d'un seul gouvernement, d'un seul pays pour l'intégralité de sa liberté et de sa sécurité. La chute de Saïgon est un événement historique daté, localisé, appartenant à une époque et à une géographie précise. Mais les mécanismes économiques et humains qu'elle révèle sont universels et intemporels. Elle nous dit que les régimes changent plus vite que les individus ne peuvent l'anticiper. Elle nous dit que les actifs visibles, enregistrés, institutionnels sont les premiers à être confisqués, gelés ou rendus inaccessibles dans une crise de rupture politique. Et elle nous dit avec une clarté que l'histoire confirme à chaque génération que ceux qui survivent économiquement aux grandes ruptures ne sont pas ceux qui avaient le plus, mais ceux qui avaient la richesse la plus portable, la plus discrète, la plus universellement reconnue, et la plus indépendante des systèmes institutionnels qui s'effondrent. Les 5 actifs que nous venons d'examiner, les bijoux et métaux précieux, les sites phrases cryptographiques, la monnaie forte en espèces, les montres de luxe mécanique et le passeport avec la citoyenneté multiple, ne sont pas 5 recettes miracles pour s'enrichir. Ce sont 5 réponses historiquement validées à une question que personne ne veut se poser, mais que l'histoire force à considérer avec sérieux. Si demain matin les circonstances vous obligeaient à quitter votre pays en quelques heures, qu'est-ce que vous emporteriez ?